Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Débat News, votre émission hebdomadaire, votre émission politique hebdomadaire, chaque lundi à 20h15 sur Toonesnet TV. Et nous allons revenir, comme d'habitude, sur l'actualité de la semaine dernière. L'actualité de la semaine dernière, riche en actualité avec la nouvelle constitution du gouvernement de Ali Araïf et bien sûr, la grande polémique qui a eu sur l'idée de Tunis avec Fawzi Loumi, avec ses déclarations sur Hannibal. Et on va parler aussi d'autres choses de l'actualité de la semaine dernière. Et pour cela, je reçois Monsieur Mehdi Belgharbaya, membre de l'Assemblée nationale constituante et membre dirigeant de l'Alliance démocratique. Bonsoir. Bonsoir. Je reçois aussi Madame Leila Hamrouni, membre du bureau exécutif de Nidé Tunis. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Et Monsieur Ahmed Hamemi, membre du Conseil d'Achoura du parti Ennahda. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, première question à Monsieur Mehdi Belgharbaya. La Troïka a formé enfin le gouvernement tant attendu. Quel est le rôle aujourd'hui de l'opposition concrètement ? Je pense que il faudrait dire deux petits mots sur le nouveau gouvernement, la Troïka bis. C'est un gouvernement qui est venu après une crise politique qu'a vécu cette alliance gouvernementale pendant des mois et qui a causé un peu une certaine apathie dans le gouvernement, dans l'État, dans l'administration. Et il était temps d'avoir un gouvernement. Je pense que avoir un gouvernement à nouveau, c'est une bonne nouvelle pour les Tunisiens. Après, tout dépendra de l'action politique de ce gouvernement-là. Aujourd'hui, nous, dans l'Alliance démocratique, on a choisi, après avoir mené des négociations pendant des semaines, suite à l'initiative de Hamadi Jbedi, même avec M. Ali Araïf pour former son nouveau gouvernement, on s'est abstenu lors de ce vote-là, lors de ce vote de confiance, en donnant un message politique clair, c'est que on n'est pas du tout satisfait de la composition de nos requêtes qui n'ont pas été accepté en termes de fixer un plafond de timing pour dire que ce gouvernement démissionne, en se prononçant clairement pour la dissolution des LPR, etc. Mais aussi, nous pensons que c'était constructif de pouvoir s'abstenir pour dire aussi qu'il y avait des points positifs qu'on a réclamés avec l'ensemble de l'opposition pendant des mois et que ce gouvernement-là a fait. Ça veut dire essentiellement les deux ministères régaliens de l'Intérieur et de la Justice, où ont été nommés des ministres qu'on pense réellement indépendants. Ce ne sont pas les premiers noms qui ont été proposés par Nahda quand on a mené les négociations et en nous pensant qu'on a pu réaliser cette concession-là, aussi le début d'une action en justice contre les LPR, etc. Nous avons jugé la déclaration de M. Ali Araïf globalement positif, mais c'est une simple déclaration d'intention. Nous attendons réellement que des décisions rapides, courageuses, en vue de restaurer la sécurité dans le pays, en vue d'appliquer la loi à tous et d'aller le plus tôt possible vers ces élections-là. Donc, nous, l'abstention de la coalition démocratique, c'est un message constructif, dire que l'opposition n'est pas là tout le temps uniquement pour jeter des cailloux, mais elle pourrait avoir une position positive, mais nous pensons que notre position future dépendra de ce que réalisera ce gouvernement-là. Et si M. Ali Araïf, qui part avec un préjugé négatif, il faut le signaler, aujourd'hui, une grande partie de l'élite politique, de l'opinion publique et des Tunisiens ont un préjugé négatif qui se base sur l'évaluation globale de l'action de la première Troïka. Alors, c'est à M. Araïf et ce nouveau gouvernement de démentir ce préjugé négatif et de démontrer à l'Alliance démocratique et aux Tunisiens qu'on a eu une position... Je donne la parole à Madame Leila et la même question pour vous et puis après vous répondrez, M. Ahmed. Oui, effectivement, nous avons attendu des semaines, voire des mois, voir se concrétiser cette secousse dont on a parlé, une secousse dans son sens amélioratif, des mesures chocs. Mais malheureusement, ce dont on a assisté, ce n'est pas un changement, c'est une réitération, c'est un remaniement ministériel, dans la mesure où presque 65% des ministres sont restés ils sont restés ministres, donc il n'y a pas eu une véritable... On signale quand même qu'il n'y a que 3 femmes dans le gouvernement actuellement. Non, il y a eu une femme
et deux... Une femme et 2 secrétaires d'État. Et 2 secrétaires d'État. Mais là, j'y viens concernant la question de la femme. Concernant les personnalités qu'on a nommées, donc d'abord, on a reconduit d'anciens ministres. Alors, je ne sais pas pourquoi l'ancien chef du gouvernement... J'ai l'impression que c'est des cartes qui ont été redistribuées. Oui, avoue lui-même que l'ancien gouvernement a échoué, mais quand même, on reconduit les mêmes ministres. Deuxièmement, les ministères régaliens, nous attendions quand même des compétences nationales. C'est vrai qu'il y a eu des gens choisis pour leur neutralité ou leur non-appartenance, mais c'est insuffisant. Il faudrait des véritables compétences nationales. Pas d'accord avec ce que dit madame. Bon, c'est vrai que je ne connais pas bien ces gens-là, donc je ne suis pas Vous leur donnez de la chance alors. Oui, mais donc question personnalité politique, question femmes, les femmes sont vraiment sous-représentées. Une seule femme pour le ministère, de la femme. Et une femme qui n'est pas, je suis désolée, mais qui ne jouit pas vraiment de la confiance de la majorité de l'opinion publique. Donc, il y a eu une sorte de déception. La société tunisienne, l'ensemble du peuple a suivi ce feuilleton long, mais après, c'est une grande déception. Monsieur Ahmed, alors, par rapport à ces réponses, qu'avez-vous à dire? Bon, on a eu un vote rassurant, il faut le dire, puisque ce gouvernement a bénéficié de plus de voix que l'a eu M. Hamadi Jbeli. On l'a dit, je pense que c'est 139 voix pour, 45 contre et 13 abstentions. C'était 137 voix pour. 137 voix pour, bon, je me suis trompé alors. Non. C'était en... Premier gouvernement. Ah, pour le premier gouvernement, c'est 137 voix, d'accord. Pour le premier gouvernement, c'était 137 voix pour. Sur la rêve, il a gagné 2 voix alors. Pour une présence plus large. D'accord. En 2011. C'est-à-dire, hier, les députés qui ont voté pour, qui ont donné confiance à ce gouvernement, c'était plus que 70% des députés présents. Et puis, on a eu cette fois un vote en abstention de la part d'un parti politique qui est en train de se construire, que ce soit au niveau de l'ANC ou bien au niveau national. C'est un parti que l'on respecte beaucoup et que l'on voit toujours qu'il est très proche au niveau du programme politique, etc., de la Troïka, l'Alliance démocratique. Et donc, je pense que hier, l'Alliance démocratique n'a pas voté pour ce gouvernement, mais du point de vue politique, ils ne sont pas contre ce gouvernement. Au contraire, il s'agit là d'une opposition constructive et ça, je le salue de ce plateau. Donc, ce gouvernement a eu un vote de confiance plus large que l'a eu en 2011 M. Hamadi Jbeli. Cela est rassurant. Maintenant, on peut dire que le ballon est dans le camp du gouvernement. Moi, j'ai une question quand même pour vous. Pour réaliser les engagements déclarés par M. Ali Larey. J'ai une question quand même que beaucoup de Tunisiens se posent, c'est que le gouvernement de Hamadi Jbeli a échoué. Il l'a bien dit, hein. Hamadi Jbeli a dit que son gouvernement, la Troïka, a échoué. Et je pense que... M. Hamadi Jbeli a dit que la Troïka n'a pas atteint ses objectifs et que l'opposition aussi. Il a dit toute une formulation complète. Il a dit le gouvernement n'a pas atteint ses objectifs, l'opposition aussi. Il n'a pas dit qu'il y a eu un échec du gouvernement. D'accord, alors vous m'avez corrigé. Et puis, indépendamment des déclarations de M. Hamadi Jbeli que l'on respecte beaucoup, il est possible... Il ne va pas me laisser poser ma question. Il est toujours possible d'évaluer le rendement. Alors, ma question, c'était, est-ce que vous trouvez ça normal? Et là, je prends parti pour certaines personnes qui se posent sûrement les mêmes questions que moi. Est-ce que vous trouvez ça normal à l'époque de Hamadi Jbeli, Ali Larey, M. Ali Larey était le ministre de l'Intérieur, et je pense que c'est un des ministères, selon le peuple, et ce n'est pas moi, qui a échoué dans ce gouvernement, qui se trouve aujourd'hui chef du gouvernement. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Par rapport à ça, je peux vous dire qu'il s'agit ici d'un remaniement ministériel à mi-mandat, si on parle avec des synonymes purement démocratiques. À partir du moment qu'il s'agit d'un remaniement à mi-mandat, tout en ayant la même majorité à l'Assemblée, c'est normal qu'il y ait une continuité, un minimum de continuité. Et donc, ce n'est pas exclu que l'on trouve, par exemple, la moitié des ministres qui continuent à leur poste ou bien continuent au moins au gouvernement. Pour le point de M. Ali Larey, est-ce qu'il a
Est-ce qu'il a échoué, oui ou non? Je ne partage pas cette même évaluation. Et puis, il s'agit là d'un choix de Monsieur le Président de la République. Monsieur Mansour Marzouki, le choix a été un petit peu imposé quand même. Et d'un autre choix interne pour le parti Nahda, qui est le premier parti à l'Assemblée, et qui a donc présenté ce candidat qui est M. Ali Lared. Maintenant, je pense qu'il faut laisser du temps au temps, qu'il faut donner la chance qu'a demandé M. Ali Lared et évaluer par la suite. Très bien. Alors, une autre question. Y a-t-il une possibilité, même théorique, de voir après un an un gouvernement de grande coalition, c'est-à-dire Nahda et Nidé Tounes? Bien sûr. C'est toujours dans la politique, tout est possible. Très bien. Monsieur Mehdi Belghalbaïa, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous trouvez vraiment que, comme l'a dit M. Ahmed, que Ali Lared n'a pas échoué, il ne partage pas le même avis et qu'il se retrouve aujourd'hui chef du gouvernement? Je voudrais dire avant deux petits mots sur le dernier vote. Très bien. Juste pour analyser un peu. C'est vrai que pratiquement le gouvernement de M. Ali Lared a eu le même nombre de votants que celui de Hamadi Jbeli. Par contre, il faudrait un peu analyser aussi ces 139 voix. Au premier vote, c'était la Troïka, c'était les trois partis qui totalisaient au total 138 voix. Là, les trois partis ne totalisent que 117 voix, et cela est dû à la perte et la désintégration des deux associés du parti Nahda. En contrepartie, il y a eu 22 voix qui ont été apportées. Et c'est une question qui devrait se poser, et on essaie de voir ça indépendamment de nos appartenances politiques, parce qu'il y a eu 22 voix de partis politiques, dans le parti Tal Moubedra, de Sikamel Morjain, dans l'UPL, etc. Ces gouvernements qui n'ont pas assisté aux négociations avec la Troïka, qui n'ont pas été, qui soutiennent un gouvernement sans y être dedans. Donc, et ça, c'est un paysage politique qui évolue et qui nous laisse parfois étonnés, ambigus, etc., pour comprendre ce ralliement-là. L'Alliance démocratique a mené des négociations, a essayé d'obtenir des concessions pour le pays, pour la réussite de cette période transitionnelle. Nous pensons qu'on a réussi sur certains points. Et notre position, nous pensons que c'est un message politique clair, constructif, et notre abstention est compréhensible de ce côté-là. Pour vous dire que ce paysage-là, il est totalement changeant. Dire que c'est un apprentissage de cette transition. Pour revenir, c'est Ali Lared. Nous pensons que durant cette année-là, moi je suis contre le raisonnement de dire il a échoué dans l'intérieur, il ne pourra pas diriger un gouvernement. C'est pas le même parce que sur ce raisonnement-là, il y a beaucoup plus de responsabilités, non? Parce que quand on ira dans ce raisonnement-là, ça aurait été stupide de soutenir l'initiative de Hamadi Jbeli. Puisque Hamadi Jbeli, son initiative a été soutenue par la quasi-totalité de la classe politique, mis à part Nahda et le CPR, et on était prêt à voter un gouvernement dirigé par Hamadi Jbeli et composé de technocrates. Alors c'est la même raison. Si lui, il a échoué dans son premier gouvernement, comment accepter qu'il soit reconduit pour un nouveau gouvernement? Je devrais dire, si j'ai à évaluer l'action de Ali Lared, je dirais qu'il y a eu, durant cette année-là, des choses qu'on attend toujours, les résultats. Le 9 avril, l'agression du LGDT, la violence politique, les LPR qui ont eu les mains libres, récemment l'assassinat de Choukri Belaïd. Donc où on n'a pas encore trouvé le meurtrier. Où l'enquête n'a pas encore abouti. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut reprocher sur l'action du ministère de l'Intérieur. En contrepartie, M. Ali Lared, c'était le seul ministre qu'on a remercié à l'ANC plusieurs fois, une grande partie de l'opposition, nous, mais d'autres partis, pour le sens de l'État qu'on a vu chez lui. Avec ses déclarations claires contre la violence extrémiste, etc., l'interdiction de la manifestation de Nahda qui était programmée, etc. Donc, globalement, c'est comme ça qu'on arrive à évaluer et dire, c'est pas parce qu'un ministre a réussi dans ses ministères qu'il va réussir en étant chef du gouvernement, et c'est pas parce qu'il a échoué qu'il va faire. Aujourd'hui, on a besoin d'un gouvernement. Aujourd'hui, il y a deux choses, il y a deux raisonnements. Dire que l'ANC est plus légitime et ouvrir la voie à tous les scénarios possibles.
cette légitimité, je pense bien qu'elle est affaiblie. Mais c'est le seul rempart aujourd'hui pour instaurer ces institutions qui sont faibles, mais des institutions faibles, c'est beaucoup mieux qu'un vide ou qu'un chaos. Juste pour vous dire, on passe la parole à Mme Leïla. Qu'aujourd'hui, ce qu'on demande de ce gouvernement, c'est un calendrier clair, c'est aller vers des élections et à appliquer ce qu'il a promis. Appliquer la loi, rendre à l'État sa force, être strict avec tous les gens qui utilisent la force, les LPR, la violence extrémiste des salafistes, etc. Faire tout ça et nous montrer que ce gouvernement-là est celui de tous les Tunisiens et pas uniquement de 3 partis ou d'un seul parti. Madame Leïla, alors, par rapport à Nidé Tounes, on a vu qu'il y a eu une petite polémique quand même, les déclarations de M. Fawzi Eldoum et M. Hannabal, qui sera sûrement le prochain président de la République, avec Khmaïs Khaït aussi, qui a eu des petits problèmes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce point-là? Où est-ce qu'on s'en est? Oui, c'est terminé? je voudrais tout d'abord rebondir un peu sur ce qui a été dit. Je vous en prie. Parce que faire une petite pause pour analyser le vote qui a eu lieu concernant le nouveau gouvernement, certes, est important. Mais je pense que aujourd'hui, l'ANC n'est plus représentative de l'échiquier politique, des forces politiques dans le pays. L'ANC a été votée il y a plus d'1 an et demi. Et donc, entre-temps, il y a eu énormément de changements. Le paysage politique est extrêmement mouvant. Nous avons assisté à des naissances de nouveaux partis. Vous pensez qu'elle est plus légitime, l'ANC, aujourd'hui? Non, non, nous avons assisté à des déclins d'autres partis. Non, c'est-à-dire qu'ils sont légitimes, alors? Donc, non, je dirais que le vote ne correspond... Le vote qui a eu lieu à l'ANC n'est pas tellement représentatif de l'opinion publique. D'accord. Au-delà du bilan qu'on peut faire sur M. Ali Araï, sur tout ce qu'il a fait, moi, je voudrais m'arrêter un peu à son discours d'investiture, parce que l'essentiel, c'est maintenant et c'est le futur, beaucoup plus que le passé. Alors, franchement, je trouve que ce discours est intemporel. Alors, il a consacré une partie à la sécurité, il a consacré une partie à l'emploi, une autre partie aux élections, très brève d'ailleurs. Bon, les élections, il se trouve que nous sommes dans une transition démocratique et donc c'est un sujet incontournable. N'est-ce pas le point le plus important, la sécurité? Oui, d'accord, mais la sécurité, oui, bien sûr que c'est très important. La sécurité et l'emploi, ce sont, comment dire, 2 sujets bateaux dans tous les gouvernements, dans tous les discours d'investiture, après chaque élection. Il n'y a pas un seul pays aujourd'hui dans le monde qui ne souffre pas de la question du chômage et de la sécurité. Mais au-delà de cette déclaration de principe général, nous attendions quand même quelques mesures claires, c'est-à-dire aujourd'hui, concernant la sécurité, que propose-t-il? Alors, tout à l'heure, notre ami a rappelé tous les dégâts apportés par les ligues de la soi-disant protection, la LPR. LPR, d'abord, ces ligues-là ont vraiment une mauvaise presse. Elles nous rappellent les ligues fascistes, des partis fascistes. Elles nous rappellent les ligues des partis totalitaires et des partis dictatoriaux. Et donc, c'est vraiment... que ce sont les ministres du parti alors, quand il parle, quand monsieur le chef du gouvernement dit qu'on va dissoudre pendant 1 mois ces ligues-là, pour moi, c'est insuffisant. Quand il dit que seul l'État a le monopole du pouvoir coercitif et le monopole de la force, c'est insuffisant. Qu'est-ce qu'il devrait faire, à mon avis, à notre avis, bien sûr, là je représente quand même Nidé Tounes, c'est-à-dire la dissolution absolue de ces ligues. De quelle façon? Il y a la justice. Et puis, au-delà de la justice, c'est sa responsabilité politique, c'est le chef de gouvernement. Aujourd'hui, la question des ligues est une question d'abord qui relève de la politique, deuxièmement de la justice. Il a ce pouvoir-là, d'autant plus que toutes les autres forces politiques, à part Ennahda et le CPR, le demandent. Donc, je trouve que la question de l'emploi, il n'y a pas de réponse. À une phase exceptionnelle, il faudrait des mesures exceptionnelles. Nous attendions quand même des mesures exceptionnelles face à la détérioration du pouvoir d'achat, face à la récession économique. Quelles sont les solutions alors? Vous, on est en train de critiquer, machin. Quelles sont les solutions que Nidé Tounes pourrait apporter? Eh bien, les solutions, d'abord, nous sommes en train...
par rapport à l'emploi, nous voulons d'abord la question ici, maintenant, de la précarité et de la pauvreté, elle devient très cruciale. Il faut des mesures immédiates. Quelles sont ces mesures? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesures? Dites-nous. Monsieur Qaïd Sebsi, qui était le chef du gouvernement juste après la Révolution, a pris une mesure. Laquelle? Il a fait, par exemple, le programme Amal. C'est quand même, c'est une entraide, bien sûr, ce n'est pas une solution radicale, mais c'est une solution provisoire pour ces chômeurs, ces jeunes chômeurs. Aujourd'hui, nous voyons un climat d'abord de violence, de peur, d'appréhension, mais d'angoisse. Regardez le nombre. Regardez le nombre maintenant des suicides. Bien sûr, il y a des cas particuliers. Vous ne voyez pas que M. Béji Qaïd Sebsi, il est en train de construire l'image un peu du Morchid, entre parenthèses? Du Morchid? Comment ça, du Morchid? Qu'on peut appeler le Sebsi Guiba, c'est-à-dire le guide, le Bourguiba, le nouveau Bourguiba, si on veut. Est-ce qu'il n'est pas... Où est le rôle aujourd'hui, l'esprit des jeunes qui ont fait cette révolution? Où est l'esprit des jeunes? D'abord, M. Qaïd Sebsi est un politicien. Il a fait ses preuves, il a du charisme, il a de la visibilité, il voit bien, il est clairvoyant, il est très lucide. Autour de lui se sont réunis plusieurs personnes, voire des gens qui ont quitté leur parti, de tout azimut. Et on n'a pas suivi la personne, on a suivi l'appel. L'appel face au déséquilibre qui a eu lieu après les élections. Et donc nous sommes derrière un projet. Ce projet est incarné par une personnalité politique intègre. Je vous coupe la parole, mais on va revenir quand même sur M. Fawzi Elloum et sur ce qui s'est passé par rapport à ça. Monsieur Hamemi, qu'est-ce que vous avez à répondre? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on est en train de prévoir pour cette deuxième République. Ou bien c'est l'état de droit ou bien l'intervention de l'exécutif dans la justice. Pour les ligues de protection de la Révolution, hier, il y a eu une décision de la part judiciaire pour suspendre leur activité d'1 mois. Je pense que l'exécutif a fait ce qu'il doit faire. Le secrétaire général du gouvernement a déposé une plainte et actuellement, c'est une affaire de justice. Je pense que la justice doit s'occuper de ça. Deuxième chose, ce qu'a présenté M. Ali Laraïd à l'ANC, c'était un briefing de son programme. Comme c'est ce qu'il doit faire, tenant compte de notre mini-constitution actuelle. Il présente son gouvernement, il présente un briefing de son programme, mais bien sûr, il y aura les mesures. Il y aura les mesures d'urgence, il y aura bien sûr tout ce qui se rapporte au programme de ce gouvernement. Quelles sont les principales priorités aujourd'hui du chef du gouvernement, enfin de ce gouvernement? La sécurité, bien sûr le pouvoir d'achat du citoyen. L'économie, quoi. Oui, et préparer les élections. Les prochaines élections présidentielles et législatives. D'accord. Avec une logique de coordination et de concertation avec le président de la République et avec l'ANC. Qu'est-ce que vous avez à répondre? J'ai juste un petit truc là, vite fait, une petite question. Qu'est-ce que vous avez à dire ou qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport aux personnes qui disent que l'ISI avait ouvert les candidatures et qu'il y a eu plus de 3000 candidatures envoyées du parti Ennahda, des gens qui faisaient partie du parti Ennahda? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Ce sont les traces du régime policier de Ben Ali. Actuellement, on est en train de faire ces procès et ces procédés policiers pour parler des ministres et des membres du gouvernement. On est en train de le faire pour ces candidats à l'ISI. Ce sont les traces. D'accord. Voilà. Monsieur Mehdi Benrabeh. Mais je voudrais... Vous voulez revenir sur certains points, je pense. Oui, je vais rebondir un peu. Bon, pour les LPR, réellement, ce qu'on voudrait faire, c'est une deuxième république qui a un véritable état de droit. On ne demande pas que d'avoir à nouveau un exécutif qui dissout des associations. Le problème des LPR ou d'autres organisations, etc., c'est qu'il faudrait tous qu'on comprenne que les fondements même d'un État, c'est la monopolisation de l'État de la force. C'est uniquement l'État qui a droit à utiliser la force. Et là, c'est une force légitime. C'est ça un État. Sinon, il n'y a plus d'État. Je pense que la décision est bien, mais qu'elle est venue trop en retard, qu'on a demandé depuis des mois et des mois et des mois cette action-là. Mais moi, je pense que les LPR devraient être dissous ou pas, mais par une justice indépendante.
Et c'est pour ça qu'on a demandé d'avoir un ministre indépendant de la justice pour ne pas avoir le reproche que la justice est dirigée par tel ou tel parti politique. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il faudrait faire avec les LPR et c'est ce qu'il faudrait faire aussi avec toute organisation, avec tout parti politique qui ose à détenir ou à utiliser la force. Ça, c'est une chose. Deux, je parlais pour les axes de ce gouvernement. Il avait parlé des quatre axes: sécurité, économique, sociale, politique, et l'acheminement vers des élections, et la justice transitionnelle, et combattre toutes les formes de violence. Je parle de banditisme économique, etc. Et ouvrir les dossiers et ça. Qui est vraiment le grand, etc. Qui est le grand dossier. Le marché noir, si on peut dire. Non, 10 ans, c'était... tout ce qui est corruption. La corruption, les dépassements de l'ère passée, etc. D'accord. Les gros slogans de Narda, c'est du CPL, finalement. C'est une parmi les slogans électoraux qui ont fait gagner les élections, hein, mais où il n'y a pas eu un grand travail durant toute cette année. Moi, je pense que, je dis, c'est une déclaration d'intention. Les bonnes intentions sont très bien, mais on sait tous que le chemin vers l'enfer est planté de bonnes intentions. Aujourd'hui, on attend des actions rapides. Concrètes et réelles. Et concrètes. C'est le seul truc. Aujourd'hui, bien sûr, on ne va pas commencer à critiquer un gouvernement qui a une journée. On va laisser du temps, un peu de temps, il faut laisser un peu de temps, mais pas aussi un chèque en blanc. Mais il faudrait voir des actions et des décisions. Et ne pas retomber dans l'attentéisme et attendre pendant des mois, parce que le pays ne supportera pas. Aujourd'hui, le chef du gouvernement a dit que le gouvernement durera moins d'une année. Oui. On est d'accord sur ce point-là. Nous, on avait demandé dans l'Alliance que ce délai-là soit mentionné. Ça n'a pas été accepté, et c'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas dans ce gouvernement-là. Par contre, là, je voudrais parler du volet économique. Aujourd'hui, le Tunisien vit une véritable situation économique difficile, avec des prix qui sont en hausse. On peut dire catastrophique. Avec des prix oui, le quotidien devient très difficile. Le chômage, il est presque stagnant. Le coût fin de la ménagère devient assez... Le pouvoir d'achat, il est en permanence baisse. Et réellement, il y a une véritable difficulté économique. Mais par contre, je ne voudrais pas non plus qu'on retombe dans des solutions de facilité. J'ai beaucoup de respect pour Sidi Belge Caid Sebsi et pour son rôle historique dans la transition, et beaucoup de respect pour sa personne. Après, en termes politiques, on peut avoir des différences avec tous les partis politiques, et c'est pour ça qu'on a un paysage multiparti. Mais par contre, revenir à des allocations AMAL, etc., pour moi, ne fera qu'enfoncer la crise. Aujourd'hui, on est un pays super endetté. Aujourd'hui, il y avait un prix de révolution qui a été payé. Le gouvernement de la Troïka a reproché à Sidi Belge Caid Sebsi d'avoir accordé des augmentations de salaire qui ne pouvaient pas être équilibrées par le budget de l'État, qui étaient excessives. C'est vrai, cela a été fait, mais c'était le prix de la révolution. Le problème, c'est que ce même gouvernement de la Troïka, l'année d'après, il a donné aussi les mêmes augmentations. Ah, d'accord. Et pourquoi? Parce que il y a quand même un manque de courage politique face aux électeurs, face à la situation. Est-ce qu'en effet, c'est un peu hypothéquer l'avenir? Il y a eu la première année de Sidi Belge Caid Sebsi 20 000 emplois dans le public, ce qui n'est pas normal dans une situation comme la nôtre. Et nous, dans l'Alliance démocratique, on a été contre ça dans le premier et dans le second budget. Parce qu'aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, où on n'arrive pas à créer 100 000 emplois par an, parce qu'on a un taux de croissance qui est faible, on ne peut pas mettre un cinquième ou un quart de ces emplois-là dans une administration publique déjà surpeuplée. Ça a été fait, c'est par Sidi Belge Caid Sebsi, mais ça a été aussi reconduit par la Troïka. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait dire, il faut regarder les Tunisiens dans les yeux et dire qu'on a une situation économique difficile, qu'il n'y a pas de solution miracle, qu'aujourd'hui, faire encore du social, c'est encore hypothéquer l'avenir, c'est encore enfoncer le clou et nous rendre encore plus endettés. Et on ne pourra pas se réveiller, se rebondir. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution facile. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution magique. L'emploi ne pourra être fait que par une croissance. Et une croissance ne pourra être fait que par un agenda politique clair, des élections claires, et que cette période-là de transition finisse au plus tôt, parce que ce qui fait peur dans les périodes de transition, c'est que personne n'investit. Et il faudrait aussi des actions claires pour aller vers des élections, et ne pas surtout
dans l'action de ce gouvernement-là, penser uniquement aux résultats électoraux. Parce que là, on refera la même chose, s'endetter, distribuer, faire du social, aujourd'hui que l'État n'a pas les moyens de le faire. Très bien, Madame Leïla Hamrouni. Je crois, M. Benrabia, qu'il y a une petite méprise. En fait, j'ai donné un exemple, c'est-à-dire, vous m'avez mal compris. Ah d'accord. Voilà. Donc, j'ai donné un exemple. Une méprise, pas un mépris. Donc, à titre d'exemple, j'ai dit tout à l'heure, nous attendions des mesures palpables, mais il n'en a pas eu. Et vous m'avez posé la question, qu'est-ce que vous proposez? J'ai dit, dans l'ancien gouvernement, M. Béji Caïd, ça ne veut pas dire qu'on va refaire la même chose. Pour nous, il faut transmettre des messages clairs, des signaux rassurants. Je vais vous donner un exemple. Après la Révolution, l'année de la Révolution, c'est connu dans tous les pays du monde, l'effondrement de l'économie. Après les élections, il y a eu une reprise. Pourquoi il y a eu une reprise économique? Parce que les gens voient plus clair, parce qu'il y a de la confiance, parce qu'on a moins peur et donc on investit. Aujourd'hui, les gens, les acteurs économiques sont dans l'attente. Ils sont dans l'attente, mais aussi sans aucune assurance. Ils attendent. On aurait voulu et espéré que ce gouvernement envoie des messages clairs concernant les élections, concernant la fin de cette période transitoire. Et c'est ce qui n'a pas eu lieu. Mais pour revenir aux marginaux, regardez ce qui s'est passé il y a 2 jours. Regardez aujourd'hui les suicides. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre des mesures. On parlait du suicide qu'il y a eu sur l'avenir Bibourguiba. Mais il y a des problèmes aujourd'hui urgents. Que va-t-on faire de ces marginaux? La précarité, la pauvreté s'accroît de plus en plus. Il faudrait quand même. Je ne suis pas au pouvoir. Et donc, je ne peux pas donner... J'ai un programme économique. En tant que parti, nous avons un programme. Nous allons maintenant le présenter. Mais on ne peut pas nous en vouloir de ne pas avoir des mesures à proposer puisque nous ne sommes pas au pouvoir. C'est toute la clarification que je voudrais... Très bien. Alors là, on est passé sur la deuxième demi-heure. Est-ce que vous voulez répondre par rapport à... Oui, la croissance économique, il y a eu la croissance. En 2012, le gouvernement a réalisé 3,5%. Oui, enfin, ça c'est les chiffres. Oui, les chiffres, bien sûr. Ce sont les chiffres qui... Par rapport à 2011, c'est normal qu'il y ait une augmentation. Et par rapport aux convictions politiques et au matraquage d'esprit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les chiffres, bien sûr, à chaque fois. Et en 2012, on a eu 3,5% de croissance. Par rapport à 2011. Et on a, par rapport à 2011, c'est 3,5 plus 2,2. Puisqu'en 2011, c'était moins 2,2. Très bien. Pour la création d'emplois, il y a eu 100 000 emplois. Mais en Tunisie, on a 800 000 chômeurs. 800 000 chômeurs. Oui, et donc si on réalise 3,5% de croissance, donc on peut embaucher 100 000 chômeurs, mais il faut savoir qu'en Tunisie, on a chaque année 100 000 nouveaux demandeurs d'emploi. C'est normal. Et donc ici, il ne s'agit pas d'une solution sociale comme Amal ou autre chose. Ça, à ce niveau, il faut qu'il y ait... Il s'agit de faire de la bonne publicité du pays pour attirer les investisseurs. Bien sûr, bien sûr. C'est tout un programme. Très bien. Et c'est le choix du gouvernement de la Troïka depuis 2012, cette relance économique qui donnera ses résultats et qui atteindra ses objectifs en 5 ans. Et donc, il n'y a pas du tout, si Mehdi, des objectifs électoraux. À partir du moment où on a opté pour ce choix de relance économique, et donc pas comme les solutions qu'a proposé M. Hassine Dimessi, par exemple, pour arrêter tout ce qui est de soutenir le citoyen, ou bien il n'y a pas du tout cette approche électorale. Dans les prochaines élections... Voilà. Je voudrais juste dire un truc. Les politiques font de la politique. On fait de la politique pour gagner des élections. Alors il y a toujours de l'électoral. Donc ça c'est l'essence même de la politique. Je vous dis un truc. Les 20 000, si on parle budget, les 25 000, regardez les chiffres. Les 25 000 emplois qui ont été faits dans le public, on sait tous que l'administration ne veut pas les supporter. Ça a été... On sait tous, c'est à discuter, ça. Bon, écoutez... Parce qu'actuellement, l'administration tunisienne n'est pas à la norme
même si on parle du point de vue universel, et donc toutes les administrations tunisiennes... D'un point de vue universel, quand on crée un emploi dans l'étatique, dans l'État, oui, on devrait créer 10 emplois au privé. 3 emplois. 10 emplois au privé pour avoir une économie qui pousse. Et pas une machine rouillée d'un État bureaucrate qui n'est pas productif et qui dépense mal son argent. Parce qu'aujourd'hui, l'administration, chez nous, elle a besoin d'une réforme. Ce n'est pas votre faute, c'est le produit de 50 ans d'administration. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est le seul itinéraire. Après la Révolution, c'est le seul itinéraire que le gouvernement devra faire l'exemple pour justement attirer ou bien essayer de faire une attraction par rapport au privé et par rapport aux investissements privés. C'est la seule... Vous voulez intervenir, Madame Leïla, je le sens. Le rôle des politiques. Allez-y. L'emploi ne va pas être créé par les 20 000 emplois de l'État et par les 25 000 emplois d'État qui, pour moi, ils sont excédentaires, ils sont supérieurs. L'État ne devrait pas embaucher plus que 10 000 personnes pour pouvoir assurer ça. Mais après... il y a l'économique et il y a le politique où il y a des élections. Ils ont employé là dernièrement les blessés de la Révolution et les familles des blessés. Je dirais un truc très simple pour être correct. 2036. Pour être correct avec moi-même et avec les citoyens qui sont en train de nous regarder, on reproche cela à la Troïka, mais certainement avec 20 000 emplois aussi, l'opposition a reproché à la Troïka de faire uniquement 20 000 emplois. Et ils auraient fait. C'est ça le politique. Aujourd'hui, pour sauver notre pays, il faudrait une croissance. Et ce n'est pas le rôle des politiques, c'est soutenir cette croissance en procréant une ambiance, un climat politique et une visibilité. C'est ça le rôle des politiques. Après, la croissance, ce n'est pas l'État qui l'a fait. C'est encourager les privés, les investisseurs, les IDE à faire de l'emploi et à investir. C'est comme ça qu'on crée une croissance. Et pour ça, on devrait tous écourter le maximum possible cette période de transition et se doter... bien sûr, d'une constitution moderne, libre, avec un état civil clair, avec tous les fondements d'une démocratie moderne, et avoir un État ou un gouvernement, je pense qu'il faudrait, pour les 5 ans à venir, une cohabitation des plus grandes forces politiques, parce qu'on ne peut pas encore se permettre... L'île de Tunis fait partie de ces grandes forces politiques. Je pense que la Tunisie ne pourrait prospérer qu'avec un gouvernement qui réunit le maximum de composantes politiques durant les 5 prochaines années, où il y aurait le grand défi de pouvoir créer une croissance dans ce pays. Une démocratie n'est viable qu'avec un développement. Si la démocratie et la révolution apportent sa misère, deuxième partie, s'ils apportent sa misère, le citoyen ne le comprendra pas. Alors justement, puisque vous parlez, je vais vous poser la question à vous. Aujourd'hui, quelle est votre réaction par rapport aux propos de... Vous ne m'avez pas donné la parole. Allez-y alors. Mais là, on passe vite fait, après on passe à la deuxième volet. Je voulais juste rebondir. Tout à l'heure, monsieur parlait d'une reprise économique, mais je voulais préciser que cette reprise relative à l'an 2012, elle relève d'une situation exceptionnelle. C'est-à-dire, d'une situation exceptionnelle, conjoncturelle, la révolution. Elle n'est pas une reprise en elle-même. En fait, la machine économique tourne encore au ralenti. Donc, ce n'est pas les chiffres maintenant qui vont nous aveugler sur la situation tangible maintenant du pouvoir d'achat, de la pauvreté. Voilà. Très bien. Mais moi, j'ai évoqué même les chiffres prévisibles. Puisque pour le gouvernement de M. Hamad Jebeli, à partir du budget complémentaire de mars 2012, on a eu des prévisions sur 5 années. Pour un programme de relance économique, ça a été respecté en 2012 en matière de réalisation. C'est retenu pour 2013 en matière de budgétisation. Donc je pense qu'il y a quand même une visibilité. Elle est partagée, oui ou non, ça c'est autre chose. Les chiffres de l'INS sont maintenant très contestés par des économistes. Donc, il ne s'agit pas des mêmes indicateurs. Je ne sais pas. Je me fie bien des chiffres. Nous avons une longue histoire avec la manipulation des chiffres. Oui. Et vraiment, je traite cette question avec beaucoup de précaution. Moi, je ne voudrais pas d'entrer dans ce débat de chiffres, parce que je pense que globalement, la crédibilité des chiffres, à quelques points près, personne ne peut réellement cacher les chiffres économiques, que ce soit l'INS ou autre, c'est criard. Donc, je ne voudrais pas contester les chiffres. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que ça a été présenté pour les 5 prochaines années. Mais je pense qu'avec un climat politique plus serein,
avec plus de sagesse dans la gestion de la Troïka, avec moins de volonté de vouloir s'accaparer l'État, et surtout en voulant être plus constructif avec l'opposition et avec les autres composantes et la société civile en Tunisie, on pourrait beaucoup mieux faire. Chose que malheureusement n'a pas été fait par la Troïka et surtout par Nada durant les premiers mois, où elle a été vraiment championne dans l'art de se faire des ennemis partout. Aujourd'hui, je donne un exemple très simple, à la limite. Oui. Est-ce que vous pensez ou pas que la mauvaise gestion de la crise de l'ambassade américaine, quand il y a eu l'agression de l'ambassade américaine, c'est ça le rôle des politiques? Est-ce que vous ne pensez pas que cette action-là a eu un impact très négatif sur notre économie? Elle l'a eu sur le tourisme, sur l'image du pays, etc. Aujourd'hui, on doit être constructif. Les politiques devraient donner à notre peuple une image, pas de gens qui se bagarrent tout le temps, mais qui veulent aussi prévoir un avenir. Aujourd'hui, ce qu'on demande, parce que le gouvernement de Hamadi Jbeli, pour nous, c'est du passé. Aujourd'hui, ce qu'on demande à ce gouvernement-là, que toutes les mesures d'État soient prises indépendamment des influences des partis politiques, des dirigeants politiques et des gens qui ont de la sympathie avec certaines franges qui sont hors la loi, pour que cela ne se reproduise plus. Très bien. Alors, on peut passer à la deuxième partie, dans le deuxième volet, avec bien sûr l'affaire Chokri Blaïd, le CPR avec M. Abou qui a démissionné du CPR, et bien sûr l'affaire Fawzi El-Loumi. Alors, on va commencer par la fin. L'affaire Fawzi El-Loumi, M. Mehdi, puisque vous avez la parole. Juste voir les avis déjà, et puis vous puissiez répondre. Quelle est votre réaction par rapport à ça, par rapport à l'intervention télévisée qu'il a fait, par rapport à beaucoup de déclarations qu'il a dit? Vous savez, pour moi, c'est une affaire interne à un parti politique. Bah, il a quand même déclaré au plein public. Oui, je ne me donne pas le droit de commenter et de m'immiscer dans les affaires d'un autre parti politique. J'ai un droit de réserve, de respect à tous nos partis politiques. Je pourrais parler de la politique, des programmes, etc., mais des conflits ou des pseudo-conflits, etc., je n'ai pas à juger et je n'ai pas à débattre. Pareil, la même chose. Alors, Madame Leïla, j'ai exactement le même commentaire, éclaircissez-nous un peu plus. Oui. Sauf que il y a une chose pour Nidatoun, c'est ça, on l'a dit d'auparavant, au parti Nahda, c'est que pour ce parti, qui est actuellement récent dans la scène politique, indépendamment de la taille de chaque parti, mais on parle ici de, disons, l'histoire, il faut qu'il y ait un effort pour assainir les rangs. Très bien, le message est passé, je pense. Alors, par rapport à ce qui s'est passé avec M. Fawzi El-Loumi, pouvez-vous nous éclaircir ce qui s'est passé? Tout à l'heure, j'ai juste réagi pour que vous m'accordiez le même temps de parole. Ok, allez-y. Surtout que M. Benraoui. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, il nous reste à peu près 5 minutes. Alors, allez-y, par rapport à ça. Oui, effectivement, il y a eu... Ça a quand même chamboulé l'opinion publique, ça a choqué beaucoup de personnes quand même. Fait. Écoutez, d'abord, dire que que c'est pas normal qu'il y a eu cette petite crise, ce n'est pas normal, parce que vous savez que dans tous les partis maintenant politiques sont traversés par des contradictions internes. Un parti démocratique, cela veut dire que les gens s'expriment librement. Et quand les gens s'expriment librement, il y a des points de vue différents, il y a des contradictions, il y a des querelles. Alors maintenant, en 2013, il est difficile d'envisager des gens qui ne sont pas d'accord et dont la presse soit pas du tout au courant. Donc, ce qui s'est passé est tout à fait normal. Bon, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y a eu l'excès quand même dans les déclarations, c'est vrai, de part et d'autre. De M. Fawzi El-Loumi. De part et d'autre. Il y a eu des prises de parole, il y a eu des réactions, de nouveau des reprises de parole, de nouveau des réactions. Aujourd'hui, on a eu un bureau exécutif. On a discuté largement sur cette question et puis on est passé quand même à la situation économique et politique, surtout du pays, au nouveau gouvernement. Et puis, heureusement que tout le monde s'est exprimé dans la franchise totale. Bon. Et puis, j'espère qu'après cette discussion franche, on tourne la page. Très bien, voilà, on espère pour ça. Donc nous sommes 5 minutes, alors... nous sommes dans le dépassement de cette querelle interne tout à fait normale. Par rapport au CPR, la démission de M. Abou, donc par rapport du poste de secrétaire du CPR, quelle est votre réaction? C'est une affaire interne au CPR. Pareil. Je respecte, personnellement, je respecte beaucoup M. Abou.
mais les partis politiques ne sont pas dépendants des personnes, quelle que soit leur importance. Je pense que le CPR va continuer. Monsieur Abou, il s'agit... Il a dit qu'il a démissionné pour créer un nouveau parti politique. Donc il s'agit là d'une nouvelle phase dans sa carrière politique. Et que Mme Semia Abou va le suivre aussi. C'est une affaire purement interne au CPR. Au CPR, très bien. Une réaction peut-être? Je proteste contre votre remarque. Que Mme Samia Abou... C'est ce que lui a dit, c'est ce que M. Mohamed Abou a déclaré. Il ne dit pas par machisme, il le dit parce qu'il a une info. Voilà, M. Mohamed Abou a déclaré ça sur les ondes de Shams FM, lors de son passage, il y a quelques jours, que sa femme allait le suivre très prochainement. M. Mehdi Belghalbaï, par rapport à l'affaire Chokri Blaïd. Je voudrais juste dire un truc, je ne voudrais pas commenter l'actualité des partis politiques, mais par contre, je voudrais dire un truc là-dessus. Avec tout le respect qu'on a, parce qu'on a beaucoup de respect dans l'Alliance démocratique à M. Mohamed Abou pour son passé militaire, etc. Et parce qu'aussi, on a connu un peu, on a été dans plusieurs tractations avec Takat le CPR. Et au début avec Takat le CPR uniquement, après avec Nahda pour discuter de ce remaniement. Et là, je devrais dire une chose pour l'histoire, c'est que malheureusement, s'il y avait un maillon qui ne mettait pas de pression, qui ne voulait pas avoir des concessions, et qui ne pouvait pas jouer réellement le véritable jeu constructif pour le pays. Parce que nous, quand on est entré dans des négociations avec la Troïka, avec El Nahda, qui pour nous est un grand parti politique, et on a de positions idéologiques envers personne en Tunisie. C'est comme ça qu'on se définit dans cette alliance démocratique. Et on a eu le foudre de plusieurs amis dans l'opposition. Comment vous négociez? Bien sûr qu'on négocie. On négocie pour le bien politique du pays, et Dieu seul Allez, sait, une minute encore. Et Dieu seul sait que l'Alliance démocratique n'a jamais demandé de portefeuille, on n'a jamais été dans ces négociations. Mais dans ces négociations où on pensait que pour le bien du pays, le bien de Nahda et le bien de tous, qu'il fallait mettre des gens indépendants au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, etc. Et dans cette démarche-là, les gens qui négociaient le moins, qui nous aidaient le moins, c'était les représentants du CPR, qui ne mettait aucune pression, et que M. Abou était contre cette politique menée. Très bien. Et aujourd'hui, je pense que la sortie de M. Abou est un message fort pour ce CPR qui, malheureusement, tellement rallié à son allié Nahda, aujourd'hui, je me demande même s'il a encore une ligne politique. Très bien, donc on fait la parenthèse par rapport au CPR, on passe à l'affaire Chokri Blaïd. Donc en 2-3 minutes, on fait un tour de table. Chokri Blaïd aujourd'hui, donc l'enquête n'est toujours pas aboutie. Quelle est votre réaction par rapport à l'idée de Tunis? Je suis choquée que cette enquête n'aboutisse pas. Plus d'un mois s'est écoulé et on attend encore... Cet assassinat politique. Oui, cet assassinat politique. Chokri Blaïd, quand même, considérant d'abord comme martyr, ensuite sa famille politique, les démocrates, les républicains, l'ensemble de la société attend une réponse maintenant. On veut la vérité. Or, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, après cette, je dirais, quand même une comédie, comme ça, vraiment une mauvaise mise en scène, tournée sur les lieux de l'assassinat, il n'y a toujours rien. Chaque jour, on entend, je ne sais pas moi, une déclaration, on a attrapé, on n'a pas attrapé, des démentis, des déclarations. Franchement, je trouve que pour notre pays, c'est quand même une grande incapacité que de ne pas le découvrir plus d'un mois après. Merci beaucoup. Monsieur Mehdi Belghalbaï. Je pense que la mort de Chokri Blaïd est un véritable séisme qui a secoué ce pays-là. C'est un assassinat politique bas, et qu'aujourd'hui, si on veut vraiment fonder cette démocratie, si on veut vraiment fonder cette sécurité, la première chose à éclaircir, c'est cet assassinat-là. Aujourd'hui, ça fait plus qu'un mois. On pense que le ministre de l'Intérieur, qui aujourd'hui est chef du gouvernement, a dit que c'est une priorité nationale. On attend des résultats et ça devrait être... Plus tôt ça s'éclaircira, plus tôt ça sera le mieux, et pour le pays, et pour la sécurité, et pour cette transition. Monsieur Hamimi, par rapport à ce dossier qui ne voit pas le bout du tunnel. Je ne veux pas dire que je pense. Maintenant, il y a une réalité qui est niée par Monsieur Mehdi, ni par Madame Leila. Le ministère de l'Intérieur a réalisé une performance en ce dossier, puisqu'en une vingtaine de jours, les assassins ont été identifiés.
Par la suite, ce ne reste que... Le conducteur de la moto, je pense, qui a été attrapé, c'est tout, oui, non et identifié, là c'est le tueur, mais qui est toujours en fuite. Le plus important, c'est d'identifier l'assassin. D'accord. Par la suite, sont des affaires des brigades sur terrain. Et la chasse à l'homme, comme on l'a dit. Et ça finira par être arrêté. Mais arriver à dévoiler ce dossier en une vingtaine de jours, ça c'est une performance qu'il faut saluer. Mais si les partis de l'opposition refusent de le faire, c'est pas ça. je pense que c'est une affaire. On attend de démasquer l'assassin et le commanditaire de cet assassinat politique. Je suis désolée. Ce n'est pas un meurtre comme ça isolé. C'est le genre de dossier auquel il y a une unité nationale. Et le ministère de l'Intérieur a été à ce niveau performant. Et c'est une affaire des brigades que je salue de ce plateau qui en une vingtaine de jours ont identifié les assassins et c'est le plus important. Quelle performance. Le plus tôt possible, ça serait le mieux. Et surtout, par contre, même si on salue tous ce que fait aujourd'hui les services de police, notre armée nationale, etc., aujourd'hui, en termes de communication, je pense qu'il y a un véritable problème de communication sur l'affaire Kobe Laïd. Quand aujourd'hui, on rapporte par rapport de M. Ali Laray, qu'il a dit à un journaliste avant-hier que l'assassinat présumé, qui n'est pas encore arrêté, qu'il connaît où il se trouve, et là, qui a un véritable débat. Ce sont des affaires suivies avec le maximum de discrétion. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait... Attendez, on ne va pas exiger aux brigades criminelles de nous communiquer tout. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est que ce dossier-là, et là je pense qu'on est d'accord, soit élucidé le plus tôt serait le mieux. On est tout à fait d'accord. Le plus tôt serait le mieux. On est tout à fait pour le bien de tout le monde, je pense. En absence de transparence, il n'y a que les rumeurs qui tournent. Aujourd'hui, on assiste chaque jour à une rumeur qui tourne. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on ne connaisse pas encore ni l'assassin, ni le commanditaire. Parce qu'il ne s'agit pas de l'identité de la personne physique qui a assassiné. On veut connaître qui est le commanditaire. Mais il faut avouer quand même que les brigades criminelles ont réalisé une performance en identifiant des assassins en une vingtaine de jours. On sait qu'il y a ce genre d'assassinat politique dans d'autres pays du monde et qu'actuellement il y a des années. Et on ne connaît pas encore les assassins. Pour nous, en une vingtaine de jours, déjà, on connaît bien les assassins, ils sont identifiés. La deuxième partie, bien sûr, ça viendra. On n'oblige pas le ministère de l'Intérieur pour des affaires pareilles à assurer une communication en temps réel. Il y aura communication lorsque les informations, parfois, n'ont plus d'importance par rapport aux criminels. En tout cas, s'il y a quelque chose, je ne sais pas, dont on peut se réjouir de l'ancien régime, c'est la rapidité des services de l'intérieur. Bien sûr, l'affaire des intégristes à Slimane a duré 4 mois. Oui, mais bon, il y avait des rumeurs, tout le monde le savait, sauf qu'il n'y avait pas de liberté de presse à l'époque. Maintenant, voilà, il y a malheureusement, ça. On entend saluer l'ancien régime. Vous le prenez comme vous voulez. Moi, je dis, s'il y a quelque chose dont on se réjouit, c'est la rapidité des services. Vous avez posé une question au début de ce plateau. J'ai répondu oui. Mais j'ai dit aussi que pour Nida Tounes, il faut assainir ses rangs pour que l'on ait, bien sûr, cette harmonie de pro-révolution au niveau de tous les partis politiques. C'est pour ça que j'ai dit que le message est passé. Voilà. Mais apparemment, il n'est pas très... Non, c'est pas clair. Avec cette conclusion, assainir au moins de pour quoi? Mme Leïla, il n'a pas passé. De toutes les façons, ce que vous dites, je le prends comme il est, mais assainir de quoi? Il faudrait être explicite. Qu'est-ce que ça veut dire assainir? Assainir de qui ou de quoi? Des RCDistes, c'est clair. Est-ce que les RCDistes ne sont pas chez vous, monsieur? Ce n'est pas la peine d'assainir Nida Tounes, donc.
C'est pas la peine. Non, non, je me pose d'abord. Est-ce que tous les RCDistes sont des microbes? Est-ce que tous les RCDistes sont des microbes, sachant que je n'étais pas RCDiste? Je ne vais pas dire qu'ils sont des microbes. Et je suis bien placée pour en parler. Est-ce que tous les RCDistes, vous les considérez, si on dit assainir, ça veut dire des microbes, des virus? C'est ça votre opinion sur plus de 2 millions de Tunisiens? Il y a un détournement négatif. Non, mais je vous pose cette question, monsieur. Je pense que peut-être... Ayez le courage de me répondre. Courage? Oui, je vous interpelle. Répondez-moi. Est-ce que les RCDistes ne sont pas chez vous? Non. Bon. Très bien. Alors, on termine avec vous. Il a fallu un grand courage pour nous. Je vous remercie pour votre franchise et courage. Je voudrais dire juste un mot pour dire que l'affaire de Chokri Belaïd, c'est un... je pensais que vous allez parler des RCDistes. Oui, je vais parler aussi de ça. D'accord. C'est une affaire qui devrait cimenter tout le peuple tunisien, tous les partis politiques, tous ceux qui croient à une démocratie dans ce pays-là. C'est pour ça qu'on dit que le plus tôt, ça sera le mieux. Et je pense que... Et ce sera le mieux pour tout le monde, d'ailleurs. Je redis ce que a dit Hamal Hamami, avec beaucoup de courage, le lendemain du décès de Chokri Belaïd, en espérant que le sang de Chokri Belaïd pourra unir les Tunisiens et être vraiment un sang d'unité nationale. Ça, c'est très important. Allez. Pour le reste, pour un dernier mot sur le débat, etc., nous, on pense qu'il ne faudrait jamais faire l'apologie de l'ancien système, que tous les maux de la Tunisie aujourd'hui sont dus à une maladresse politique des gens qui sont là, mais c'est aussi le produit et l'héritage de cet ancien système que personne n'en fait l'apologie, que justice doit être rendue, mais justice doit être rendue avec la loi, avec les institutions, avec la justice indépendante. C'est comme ça que ça doit être fait. Et après, je dirais aussi autre chose, parce que puisque si Hamem a demandé un truc à madame, et je ne me sens pas concerné, je ne me sens pas visé par ses dires, mais la question c'est, est-ce que notre réelle volonté, c'est pouvoir faire une justice, c'est pouvoir rendre justice aux gens qui ont été opprimés, et aussi prendre en justice des gens qui ont opprimé, ou le but c'est uniquement de tourner ça à un combat purement politique? Parce que là, c'est rimide. Je vous demande autre chose. On doit terminer là. On va faire un autre débat, je pense. Permettez-moi, Samuel. Quand vous demandez, moi, je le dis clairement. Moi, je pense que le RCD est un problème dans le pays, c'est pas une solution. Je le dis. Moi, je suis dans l'Alliance démocratique. On est loin de la famille du RCD et de la famille destourienne globalement. Et on le dit. C'est clair. Mais par contre, on est contre toute loi d'exclusion. Parce que pour nous, il y a pas, dans une démocratie, on ne fait pas d'exclusion par des lois. Et que le RCD, il y avait 2 millions de personnes, ce sont des citoyens comme nous tous. Les gens, par contre, les banques qui ont opprimé, qui ont eu des bénéfices, ça devaient mettre en justice. Mais aujourd'hui, ce qui m'étonne dans vos dires, c'est qu'avec l'idée Tunis, il faut l'assainir des anciens RCD, etc. Peut-être. Mais le Moubed, qui vous a voté, qui vous a donné 5 voix avant-hier dans le gouvernement, et qui est dirigé par M. Morgen, qui était membre du bureau politique de l'RCD. Pourquoi pas un mot sur ça? Là, votre sincérité de parler de l'ancien système, j'en ai des doutes. Aujourd'hui, vous parlez en rival politique. Et alors, quand on parle de ça, on peut le dire avec tout le monde. Pourquoi pas un mot de Moubed là? Simahdi me rappelle des voix de confiance que je veux, si vous permettez, décortiquer un peu plus. Allez-y. Puisqu'au début de ce débat, il m'a rappelé que justement, la Troïka a moins de voix qu'en 2011. Et donc, ces 139 voix, au fait, il y a d'autres partis et d'autres députés indépendants. Et donc, c'est un point, au fait, positif pour cette confiance. Quant aux RCDistes au Nida Tunis, que tout le monde le connaît, je ne parle pas de gens, je ne parle pas d'hommes et de femmes, je ne parle pas de personnes physiques, je parle de logique interne, je parle de règlement intérieur, je parle de la philosophie du parti, et j'ai parlé de cela, madame, même avec Sitaï Bekouch, et je pense que c'est bien de faire une autocritique
Et on ne va pas intervenir en cela. C'est une affaire interne à Nida Tunis. Allez-y, discutez de cela. Voilà. Je ne sais pas. Donc, vous on doit terminer là, on n'a plus le temps. Je me demande, notre règlement intérieur, vous le connaissez? Oui. On ne l'a pas publié, nous. C'est bizarre. Oui. Comment vous le connaissez? Je connais que les abonnements à Nida Tunis, ils sont actuellement en distribution et en vente aux régions. Il faut aller voir qui est en train de les vendre et les distribuer. Mais tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne s'agit pas de personnes. Oui, tout à fait. Et maintenant, vous revenez aux personnes. Ce sont les mêmes associations, les mêmes points de vente, les mêmes voitures, tout à l'heure, vous parliez... les mêmes coins. Alors, écoutez, je reprends le même registre d'assainissement. Ça me plaît, ce terme assainissement. Oui, effectivement, il va falloir assainir. Il va falloir assainir la justice. Il va falloir assainir ou mettre en place la justice transitionnelle. On est d'accord. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend de le faire. La balle est dans votre camp. Oui, oui. Ça va être fait vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce que vous attendez pour assainir? On attend. Assainir quoi de quoi d'abord? Des criminels, des voleurs, des malfrats. Allez-y, faites-le. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous parlez beaucoup et vous ne faites rien? Si vous considérez que Nida Tunis a besoin d'être assaini, eh bien assainissez par des mesures de justice. Faites-le. Alors moi, je m'étonne de ce discours. Les RCDistes maintenant, comme on dit, il y a un proverbe tunisien, c'est-à-dire tout le monde en parle, tout le monde maudit, mais ils sont convoités par tout le monde. Alors, c'est sans cette hypocrisie. S'il vous plaît, madame, le RCD, c'était notre cauchemar pendant 23 ans. Le RCD a été dissous, monsieur. Le RCD a été dissous. Il reste des individus. Et ces individus-là, les corrompus des RCDistes, comme les corrompus de tous bords, doivent être traduits en justice. Voilà. Bon, on va pas polémiquer sur ça. On fera un autre débat, justement, sur ça, si vous voulez. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de Débat News. On se retrouve lundi prochain à la même heure sur notre chaîne à 20h15 sur Tournestat TV. Et voilà, on finit avec ce beau fair play du Conseil de la Choura et du parti Nahda et de Nida Tunis. Merci beaucoup, Madame Leila Hamrouni, membre du bureau exécutif Nida Tunis. Merci beaucoup à Monsieur Mehdi Ben Rabea, membre à l'Assemblée nationale constituante et membre dirigeant à l'Alliance démocratique. Et merci beaucoup à Monsieur Ahmed Hammemi, j'ai bien prononcé, membre du Conseil de la Choura du parti Nahda. Bonne fin de soirée sur notre chaîne. À lundi prochain. Merci.